On fait le bilan du sommet que Moving On vient d'organiser à Bruxelles avec le directeur général de Moving On. Bonjour, Sébastien Spangenberger, bienvenue. Bonjour Thomas. Coralie Lancerotto, bonjour. Vous êtes directrice stratégie chez Accenture. On va commencer par présenter quand même Moving On, Doutank, cercle de réflexion et d'action. Qui participe, qui fait partie de ce Doutank ? Alors aujourd'hui, Moving On, c'est un écosystème d'une trentaine d'entreprises qui s'engagent tous ensemble pour la mobilité durable. Ce qui est intéressant, c'est que ça a été créé par Michelin à la base il y a 25 ans maintenant. Ouais. Ça s'appelait le Challenge Bimodum. Et à l'époque, c'était un événement qui avait pour double vocation d'informer sur la nécessité pour la mobilité de devenir plus durable, et puis aussi de générer de l'émulation. Des innovations pour les différents membres effectivement de la chaîne de valeur de la mobilité. Et puis il y a 7 ans, c'est devenu Moving On pour 2 raisons. D'abord, le temps de l'information était terminé, il fallait agir. Ouais. Et puis la deuxième chose, c'est que générer l'émulation n'était plus suffisant en fait. Les problèmes ou les problématiques de la mobilité sont beaucoup trop complexes pour que chaque acteur puisse s'en sortir tout seul. Donc il fallait générer des groupes de travail, des communautés d'intérêt, comme on appelle ça chez Moving On. Et c'est pour ça qu'il y a 7 ans, c'est devenu Moving On et non plus le Challenge Bimodum qui était très Michelin. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est une aventure collective d'une trentaine d'entreprises. Oui, et on va plus précisément parler de résilience dans ce débat, mais je voudrais savoir une question assez générale, Coralie Lancerotto, sur le rôle qu'Accenture. Pourquoi Accenture participe à des aventures collectives comme ça ? Quelle mission vous vous fixez quand vous participez à une aventure collective comme celle-là ? Alors, Accenture est impliquée depuis le début dans le projet du Moving On, parce que on a vocation et volonté de travailler en écosystème et donc de profiter de compétences larges que propose l'ensemble des membres pour répondre à des sujets complexes et à des problèmes qui impliquent une pensée systémique. Nous, on est déjà sur le end-to-end. Donc, c'est-à-dire qu'on conçoit, on participe au projet depuis la stratégie jusqu'à la mise en œuvre, parce qu'on a à cœur que la réalisation soit suivie des faits. Et de travailler en écosystème, ça nous permet de pouvoir jouer sur toutes les facettes et tous les leviers à actionner. Alors, le thème, c'était la mobilité durable. Et l'idée de se projeter un peu en 2035. Alors, est-ce que c'est pas seulement une mobilité électrique ? Déjà, on peut avoir ça en tête, parce que si on prend une focale un peu courte, on se dit, bon, décision européenne, fin de vente des voitures thermiques en 2035, donc tout ça à l'électrique. C'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Oui, c'est plus compliqué. Alors le thème, c'était même la décarbonation du transport en Europe, encore un petit peu plus précis, parce que sinon, on peut se noyer dans pas mal de sujets auxquels on est confronté dans la mobilité. Effectivement, alors, on n'a pas challengé la décision de l'Europe pour le tout électrique en 2035, en tout cas les voitures neuves. Mais par contre, ce qu'on a dit, c'est qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il faut que cette mobilité électrique soit vertueuse pour l'environnement, évidemment aussi juste pour les personnes, parce qu'aujourd'hui, elle est un peu exclusive. Donc il fallait qu'on accompagne effectivement cette transformation en garantissant le fait qu'elle soit encore une fois vertueuse, ce qui implique un certain nombre de sujets sur par exemple la circularité des matériaux utilisés dans les véhicules électriques. Là encore, le caractère inclusif en fait. Est-ce qu'on continue à voir grossir les voitures qui font 1,5 tonnes, 2 tonnes et qu'il est de plus en plus difficile à acheter. Donc un certain nombre de sujets, on va dire, connexes à l'électrification qu'on n'a pas remis en cause. Oui. Donc voilà, donc on a été à Bruxelles pour travailler aussi avec les autorités européennes et se dire maintenant, il est temps, une fois que la décision est prise, de s'aligner sur cette mobilité électrique, comment est-ce qu'elle doit s'exprimer pour être bonne pour l'environnement et pour les Européens. Pardon de vous interrompre, est-ce que vous vous êtes posé la question de la challenger ? Parce que d'autres la challenge. Disent c'est trop radical et il faut peut-être mettre un peu de souplesse dans cette décision. Nos membres la challengent très bien. Donc nous, ce qu'on challenge, c'est le fait que les autorités européennes en fait ne soient pas stables dans leurs décisions. C'est ça qu'en fait les entreprises de Moving On challengent davantage. Et une fois qu'une direction est prise, alors on peut lancer les investissements, on peut lancer les personnes aussi, l'upskilling, le reskilling des personnes pour faire arriver le changement. Le problème, c'est qu'on le voit bien aujourd'hui avec les élections, on n'est plus sûr de rien. Donc les autorités hésitent parce que les citoyens hésitent, et ça met les entreprises dans l'embarras. Davantage qu'une décision très ambitieuse.
Parce qu'on a déjà prouvé par le passé qu'on savait faire des choses très ambitieuses. Ouais. Alors, à l'occasion de ce sommet, il y a une communauté d'intérêt, de résilience, c'est ça qui est en train de se créer, à laquelle Accenture participe. Déjà, c'est quoi le principe de cette communauté d'intérêt de résilience ? Déjà, ça a été un sujet qui a émergé au sein des membres et des discussions. Donc Accenture s'est emparé du sujet et on a rassemblé des membres tels que Alstom, Michelin, Geodis, Massif, Engie et bien d'autres pour réfléchir à ce sujet. On s'est aperçu que l'ensemble des membres rencontraient les mêmes difficultés concernant la mobilité, c'est-à-dire ralentissement, interruption de plus en plus fréquentes et liées à des problèmes liés au changement climatique, c'est-à-dire période de sécheresse intense, élévation des températures, beaucoup plus d'inondations, glissement de terrain, beaucoup de choses qui se traduisent par des complications dans toutes les infrastructures de transport. Donc là, on s'est dit, il faut qu'on y réfléchisse ensemble, il faut qu'on monte un groupe de travail, il faut qu'on ait des travaux communs, une réflexion commune. Et je peux vous donner quelques exemples, parce que c'est quand même assez parlant. Donc, toutes les infrastructures de transport sont concernées. La route, par exemple, on voit un des phénomènes, c'est le retrait-gonflement des argiles. On voit des fissures sur les maisons. Sur les routes, c'est pareil. Il y a des fissures, il y a des affaissements qui viennent perturber la circulation. On a vu cet été encore, le niveau du Rhin était à son plus bas et on a dû limiter la charge des barges pour ne pas bloquer le flux du Rhin et ne pas faire échouer les bateaux. Oui, et c'était baisse de charge, attention, parfois jusqu'à 75%. Oui, donc là, on n'est pas dans les cas... Parce que j'allais vous parler de l'Espagne, forcément, on va parler de l'Espagne, des conséquences d'une catastrophe. Mais c'est aussi tout ce que le changement climatique peut provoquer de désagréments qui supposent de réinventer parfois des modèles. Vous me parliez d'un fait divers qui a eu lieu à New York cet été. Je pense qu'il faut le raconter à nos téléspectateurs. Parce que moi, j'avoue que je ne l'avais pas vu passer. Il est assez révélateur. Oui, c'est un pont tournant, en fait, pour permettre de laisser passer les bateaux, et sur lesquels il y a un passage très important aussi routier quand il est fermé. En fait, il s'est ouvert et en fait, il n'arrivait pas à le refermer parce que des matériaux s'étaient dilatés sous l'effet de la chaleur. Donc, en fait, ils l'ont arrosé. Pendant, je ne saurais vous dire pendant combien d'heures ils ont dû l'arroser effectivement pour le refroidir et pouvoir le refermer. Donc ça, ce sont des événements effectivement en plus des catastrophes. On sait tous, ce sont des événements presque quotidiens. Des ponts qui s'effondrent, qui deviennent fragiles et qui fragilisent effectivement la fluidité de la mobilité. Et donc la question à laquelle vous allez collectivement répondre, c'est la question de quoi ? Des investissements, de la planification des investissements, c'est ça pour finalement ne pas se retrouver quand il y a une catastrophe ou quand il y a une panne avec une solution à trouver en urgence, c'est ça ? Il va falloir changer de paradigme, en fait. C'est ça qui est le plus gros challenge auquel on aura à faire face. C'est-à-dire déjà, il va falloir partir des territoires, chose qu'on n'avait plus tellement l'habitude de faire. C'est-à-dire chaque territoire a ses spécificités, donc on va devoir réfléchir aux conditions auxquelles on doit faire face pour réfléchir aux meilleures infrastructures d'aujourd'hui et de demain. Donc ça commence par un audit des infrastructures, des conditions climatiques dans le territoire, une cartographie des risques, de sensibilité. Ça va générer vraisemblablement entre nous des travaux pour construire des outils, pour monitorer ces risques et prendre des décisions. Sachant que ce qui est compliqué aussi, c'est que les normes de construction qui seront nécessaires pour faire face aux événements climatiques de demain, elles ne sont pas encore prêtes aujourd'hui. Donc il y a tout un sujet au niveau de la réglementation qui doit être clarifié et auquel Moving On pourra bien entendu alimenter, aider les autorités à prendre conscience. Oui, et peut-être pourquoi c'est si complexe en fait. Dès qu'on aborde le sujet de la résilience, on aborde la question de la longueur de la supply chain. Il faut re-régionaliser les supply chains, les raccourcir. Bon, et ça, c'est un changement de paradigme énorme. On parle de renaturaliser les sols, puisqu'on parle beaucoup de l'artificialisation en étant une des causes du fait que les catastrophes prennent de l'ampleur. Renaturaliser les sols, ça veut dire repenser la ville, dire à des habitants, vous ne pouvez plus habiter là. Donc on parle de solutions dont aucune n'est simple en fait, et dont beaucoup non seulement coûtent cher, mais ont un impact sur l'organisation en fait de nos sociétés. C'est pour ça que c'est si écosystémique. En fait. Et la question du financement, elle est majeure. Alors,
Quand on voit l'Espagne, le bilan financier, parlons pas du bilan humain, mais le bilan financier des dégâts, etc., il n'est pas encore fait. Si on fait le bilan des inondations qui ont eu lieu il y a 3 ans en Europe, notamment en Allemagne, on est autour de 40 milliards. Il y a toujours la question, ça coûte plus cher d'anticiper, par exemple, si on prend des infrastructures électriques qu'il faut surélever, enfin, etc., ou alors, attendons la catastrophe et réparons. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. On voit bien, et c'est justement, je pense, un des objectifs effectivement de cette communauté d'intérêt, c'est de réfléchir à ce modèle-là en fait. Dans quel cas est-ce qu'il faut anticiper? On ne travaille pas seulement sur l'Europe, on travaille aussi sur les États-Unis. Et en Floride, ils ont un vrai problème avec la montée des eaux. Ils savent que tout va être immergé. Avec d'ailleurs une durée pas si longue que ça. Donc eux, ils n'ont pas le choix, il faut anticiper. Donc comment on planifie ça? Comment on fait du public-privé en fait? Il y a forcément des modèles publics-privés pour financer en fait, ces infrastructures, car ni le public ni le privé ne seront capables seuls de financer de tels investissements. Et donc il y a une logique de travail collectif, de partage des données, de bien commun même d'une certaine façon, ce qui peut être un discours qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre dans le business. On construit des communs. Voilà. Exactement. Et vous espérez voir grandir cette communauté? Parce que pour l'instant, il y a des grandes entreprises que vous avez citées. On a lancé le projet. Et déjà, il y a beaucoup de personnes qui ont demandé à nous rejoindre. Et notre but aussi, c'est d'enrichir cet écosystème, de chercher par exemple des assureurs comme Massif ou d'autres, des banques, des institutions européennes, pour réfléchir à des mécanismes de financement un petit peu différents. Et il y a beaucoup d'innovations, y compris sur le mécanisme des assurances, à imaginer. Évidemment. Et un sujet dont on n'a pas forcément encore beaucoup parlé, mais c'est aussi comment est-ce qu'on va embarquer les populations et assurer leur protection. Influer sur les comportements, sur le changement des comportements. Parce qu'effectivement, il y a des choses à adapter aussi de ce côté-là. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup. On va parler de mobilité électrique.